Londres est une des villes les plus puissantes sur le marché économique actuel. Pourtant, il fut un temps où c'était une ville pleine de rats, construite en bois sec, bâtie comme une boîte d'allumettes. 346 422 exactement. Ajoutez à cela un vent chaud, une étincelle et un boulanger distrait. Et boum, 80 000 sans-abri. Bienvenue au grand incendie de Londres en 1666, qui ravagea presque entièrement la ville. Générique. La Poudrière. Londres en 1666 est une ville surbondée avec une architecture globale très chaotique due à sa très longue histoire et ses périodes de grande pauvreté. Elle venait de prendre de plein fouet une des pires périodes de l'humanité. C'est alors une ville qui agonise lentement en reniflant ses propres odeurs pestilentielles, une demi-mégalopole moyenâgeuse coincée entre tentatives d'innovation et insanité. On y compte officiellement plus de 350 000 habitants concentrés principalement dans la City. Hein, tant que ça? Avec des maisons en bois bâties comme des dominos et recouvertes de pois pour protéger de la pluie. La poix, c'est une résine noire et collante obtenue en chauffant du bois ou de la résine de pin, utilisée depuis l'Antiquité pour étanchéifier les bateaux, protéger les cordages et même réparer des objets. Et évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, elle est fortement inflammable. Vous la sentez venir, la débilité? Autant dire que le bon sens de l'époque frisait le zéro absolu. Bref, les quartiers de Aldgate, Cripplegate, Farringdon, Wissin ou Bishopgate sont des labyrinthes d'étroites ruelles. On y balance tout dans la rue. Des restes, c'est de la merde. Ordures, ça, c'est de la merde. Pot de chambre, ça, c'est vraiment de la merde. Et évidemment, en plus de tout ça parce que ce serait pas assez drôle, c'est la fête aux rats. Un peu comme Paris de nos jours. Et cerise sur le gâteau, l'année précédant la catastrophe, en 1665, la peste avait sévi en faisant de très nombreux morts. N'allez pas de ce côté, monsieur. Il y a la peste. Retournez d'où vous venez. Et c'est quelques mois après cette épidémie que va survenir le pire du pire pour les Londoniens, connu jusqu'à ce jour comme le grand incendie de Londres. C'est pas de bol, quoi. Le boulanger et le chaos. Le dimanche 2 septembre à 1h du matin à Pudding Lane, dans le quartier de Eastcheap, Thomas Fariner, boulanger officiel de la couronne, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, non, termine sa fournée, puis se couche, en oubliant d'éteindre le four. Et c'est ainsi que va débuter le plus grand incendie que Londres ait jamais connu. Les étincelles s'émanant du feu font s'embraser la boulangerie de Thomas Fariner. Il réussit à fuir par une fenêtre, mais pas son apprenti qui sera officiellement la première victime certifiée de la catastrophe. Le feu se répand progressivement à la rue Fish Street Hill. La chaleur est telle que les poutres des maisons voisines brûlent comme de la paille. À 2 rues de là, Billingsgate s'éveille dans une lueur rougeâtre. Il faut que je te dise quelque chose. La propagation de l'incendie. À l'aube, Eastcheap, Christchurch Street, Lombard Street et Cornhill sont en feu. Littéralement. Je me doute bien que la plupart d'entre vous ne connaissent pas Londres et en ont sûrement rien à secouer du nom des rues, mais je le fais quand même pour vous montrer l'ampleur de cette catastrophe. Le vent du sud-est souffle en continu, propulsant des étincelles comme un lance-flamme médiéval. Les maisons sont hautes, penchent beaucoup, et parfois même se touchent au niveau des toits. Ce qu'on appelait le charme typique et architectural londonien. Ouais, ben là, c'est devenu du gros bois d'allumage, l'énorme anti-incendie étant totalement inexistant. N'importe qui construisait n'importe comment. À chaque coin de rue, les habitants hurlent, jettent de l'eau à la louche, parfois avec leur pot de chambre. Véridique, un témoignage raconte qu'un homme aurait tenté de sauver son lit et se fait écraser par la poutre en feu de sa propre porte d'entrée. Les réfugiés affluent vers Moorfields, pensant que le feu s'arrête à la pierre des remparts, mais en constatant que le vent aide le brasier à traverser. C'est beau l'espoir. C'est aussi inflammable. La réponse inutile du maire. Le maire Thomas Bloodworth sort de son lit et découvre la scène depuis Guildhall. Des dizaines de bâtiments flamboient, des gens courent dans tous les sens. Et il dit sans trembler... Ce n'est pas si terrible. Une femme pourrait pisser dessus. Nani? Véridique, l'histoire n'oubliera jamais cette évidente analyse technique de la part du maire de Londres. Pendant ce temps, Cheapside est avalé par les flammes. Les prêtres prient à l'église St. Mary-le-Bow. Les récits racontent que les cloches de cette même église auraient fondu dans la journée. Le feu dévore Watling Street, où des familles entières hurlent dans les caves. La température dépasse les 1000 degrés par endroits. Quelle chaleur, hein? Les pierres éclatent. Les poutres en feu tombent comme des météorites.
Bloodworth, lui, rentre se coucher. Encore un mec qui fait un métier inutile. Un couching. L'armée contre les flammes. Le roi Charles II envoie l'armée. Il n'y a pas de pompiers, seulement des soldats avec des crochets et des seaux. Le plan ? Créer des coupe-feu en démolissant des maisons autour de l'incendie, ce qui est une bonne idée en soi, mais personne ne veut donner l'ordre de détruire les maisons des riches. Résultat, on attend, on discute, on négocie, et pendant ce temps, le feu, lui, ne fait pas de politique. Il atteint Leadenhall Market, des entrepôts d'épices, d'huile et de lard, autant dire une orgie pour pyromanes. Dans le chaos, une rumeur se répand, les incendiaires sont des papistes, des étrangers, des Français, ou pire, des catholiques. D'ailleurs, la foule lynche un innocent à Aldersgate. Londres brûle, mais elle trouve le temps d'être raciste. L'effondrement final. Thames Street, bastion des marchands, entre en combustion. Les docks, les barils d'huile, les tonneaux de vin, tout explose comme un feu d'artifice. L'onde de choc détruit des entrepôts entiers. Les flammes sautent les rues et atteignent les quais de Queen Heath, Blackfriars, Baynard's Castle. La Tamise devient rougeoyante. Les bateaux prennent feu. Les gens sautent dedans, certains avec leurs enfants espérant flotter, mais la plupart chavirent et coulent. La fumée est si dense qu'on ne voit plus St. Paul's Cathedral. C'est un mur de feu et de cendres. Des témoins racontent que le soleil a disparu pendant 3 jours. De toute façon, la météo de Londres a toujours été passablement dégueulasse, donc... Ah, il fait beau, c'est déjà ça. Justement, St. Paul's Cathedral, bijou de la vieille ville, devient un crématorium, des marchands trop malins ayant stocké leurs livres en pensant que Dieu allait les protéger. Mauvais pari, le toit en plomb fond, les gouttes brûlantes tombent sur les pavés, les cloches s'effondrent, des blocs de pierre explosent, les vitraux éclatent comme des œufs sous pression. La cathédrale entière s'effondre sur elle-même dans une pluie de feu et de cendres. Des gens prient dans la crypte pendant que le toit leur tombe dessus. Le message divin est clair, ne stockez pas vos livres là où Dieu règle ses comptes. Le brasier continue vers l'ouest, Fleet Street, Chancery Lane, Temple Bar, Middle Temple. Ça commence à faire beaucoup, là. Les cabinets d'avocats, les imprimeries, les écoles de droit, tout part en fumée. Pompier, il y a le feu là-bas. Au nord, Smithfield est épargné de peu. Les réfugiés se pressent dans les zones rurales de Clerkenwell, Holborn et Islington. On voit des charrettes surchargées tirées par des chevaux à bout de souffle. Les bourgeois tentent de sauver leurs tableaux, leurs chandeliers, leurs domestiques. Certains perdent tout, sauf leur vanité. Un homme tente de sauver sa perruque. Il meurt la tête en feu. Un autre sauve son chien, mais laisse sa femme. Ah, chacun ses priorités. Seulement son chien. Et enfin, 4 jours après, la pluie commence à tomber. La City, elle, n'existe plus. Tower Hill à Fleet Street, ce n'est plus qu'un désert de cendres et de pierres calcinées. 13 200 maisons détruites, 87 églises, 44 halles et une quarantaine de rues totalement rayées de la carte. T'as des feux? Bridge Street, Coleman Street, Walbrook, Basing Hall, par hasard. Au bar privilège. Le roi inspecte les ruines, philosophe sur le renouveau. Les pauvres, eux, dorment sur des charbons tièdes. Le prix à payer. Bilan officiel, 6 morts. Oui, 6. Sur 80 000 sans-abri, parce que les corps ont fondu, calcinés ou réduits en poussière jusqu'à l'oubli. On ne retrouve rien dans les caves de Milk Street, ni sous les pierres de Ironmonger Lane. Et pourtant, cette tragédie est un tournant. Ce qui est sûr, c'est que la peste ne reviendra pas. Comme ça, au moins, c'est désinfecté, hein. L'air devient enfin respirable, les égouts seront refaits, les maisons reconstruites, en pierre cette fois. Thomas voulait juste cuire du pain, il a redessiné Londres. Merci Thomas Fariner, l'urbaniste involontaire. La prochaine fois, mets un minuteur. La renaissance de Londres. Après cet incendie, la ville de Londres ne perd pas de temps à se ressaisir et décide de tout reconstruire. Mais... en pierre cette fois. D'accord, En pierre. d'accord. Et pour ne pas oublier cette histoire tragique, les Londoniens font construire une colonne du souvenir de l'incendie de Londres à la rue de Fish Street Hill, à quelques pas de là où se trouvait la boulangerie de Fariner. On appela cette colonne simplement le monument. Si vous vous baladez à Londres, vous pouvez aller sur Fish Street Hill et contempler le monument créé par Christopher Wren, qui était l'expert des travaux du roi. Sur la base de la colonne, on peut y lire « Commémorant avec un mépris audacieux de la vérité le fait que Londres se relève ». 3 courtes années achèvent ce qui fut considéré comme le chantier du siècle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à tiper, et liker, et partager, et vous abonner. C'est très important. Ciao!